Le printemps a commencé chez vous, ben? Ouais, bah c'est un espèce de mélange entre l'été et parce qu'il peut y avoir quand même des sacrées pointes de chaleur. On était en short et en t-shirt il y a une semaine, puis là il s'est remis à faire les giboulets de mars. Enfin, bref. Les giboulées, c'est quoi ça? C'est Les les... giboulets, c'est genre pluie, Ah, soleil, pluie, ouais. soleil, pluie, soleil. Enfin, au mois Bon, de ouais. mars, dans le sud de la France, c'est un peu comme ça, Ah, quoi. ouais. Ben là, je Et t'ai vu toi? faire un petit déjeuner terrasse Ah ouais, ça, en ouais. campagne en Ardèche, là. Je sais pas Ouais. si... Ouais, Là, t'es à Lyon? on y était. Là, je suis à Lyon, puis le week-end OK. dernier, j'étais en Ardèche. OK. On a planté 50 arbres. Hein? Ouais. On a C'est bien fini, cool. en fait, le tour du terrain, on a mis une cinquantaine d'arbres, une haie de biodiversité, donc j'ai très hâte de l'avoir poussé. Arbre fruitier ou arbre... Ouais, il y a Ah, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un néflier, on a mis des poiriers, ah ouais. pommiers, Wow. on a mis des framboisiers aussi. Enfin bon, Hmm. voilà, pas mal de petites choses. Wow. Ah, puis ça doit pousser des... Tu peux avoir des figues, toi, puis des Ouais, choses comme ça. on a des Des olives. figuiers. Ah, ouais. On a Ah. planté 4 oliviers, ouais. OK. Ouais, Ah, bon, bah, ouais. c'est un espèce de climat, on est mi-méditerranéen, un petit peu montagnard. Donc, Ouais. Un jour, j'irai. Oui, mais un jour, tu es invité. Non, mais ouais. Ma blonde, elle veut absolument aller en Europe à un moment Ah donné. bah Fait que... oui. Avec grand plaisir. Je prendrai le temps qu'il faut pour te me faire Je t'ai dit. Ouais, on synchronisera ça comme il faut. carrément. Mais ouais, c'est ça. Là, t'es à Lyon. Puis Oui, j'ai vu hier que t'as commencé ton projet de de cowork. coworking. Ouais. Yes. C'est officiel, ça s'enligne, puis tout. Ça, c'est encore. Alors, j'allais dire qu'on a trouvé le lieu. On a fait venir un ingénieur acousticien qui nous a fait, j'allais dire, une première évaluation du lieu et notamment de toutes les cloisons qui sont à doubler, remplacer, etc. Le OK. type de porte acoustique qu'on a besoin de mettre, la réorganisation des espaces. Donc, et on avait un artisan avec nous qui va nous faire un devis. Ensuite, on rencontre la banque assez rapidement pour établir déjà une première simulation, quoi. Mais Mhm. ça s'enligne plutôt bien. On verra selon les taux d'intérêt parce que on vit pas une époque très très glorieuse pour ça. Ouais. Donc c'est un peu là-dessus où ça peut vraiment faire ou défaire le projet. Mais en gros, l'idée c'est qu'on est en train de développer un espace avec 4 studios Ouais. qui font tous à peu près 19 mètres carrés, donc ce qui est suffisamment grand. Et on serait donc trois ou quatre compositeurs de musique à l'image indépendants. Donc Mhm. chacun a un petit peu son espace personnel. Et l'idée, c'est que la structure qu'on monte, elle met à disposition des locaux qui sont isolés phoniquement, qui sont propres, isolés phoniquement, avec Mhm. Mhm. Internet, etc. Et après, Mhm. chaque personne qui vient s'installer installe son système de traitement acoustique selon ce qu'il veut faire, quoi. Ah, ben oui. OK, fait que dans le fond, c'est juste l'isolation, l'insonorisation qui C'est serait ça. inclus dans le projet. Voilà, Puis, ce qu'on offre, c'est un lieu calme. OK. C'est la garantie, c'est que c'est Là, t'as calme. trouvé excuse, ouais. T'as trouvé le lien, le lieu Oui, exact? on a trouvé. En fait, c'est une agence immobilière qui revend ses locaux et c'est dans le centre de Lyon, pas très loin de la gare Pardieu. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent Lyon. Mais OK, là, donc ça serait pas de la location, vous seriez comme une coop d'acheteurs Ouais, ou... alors on appelle ça une SCI en France, mais on serait propriétaire. On serait deux propriétaires du lieu et OK. après on loue vraiment au prix. On fait pas d'argent avec, c'est-à-dire que on break even les coûts. Oh. Et ça nous permet d'avoir des espaces voilà, Mhm. à des tarifs normaux. Enfin, on essaie en tout cas. Mais oui, l'idée, c'est pas une entreprise. Donc, Non. ça se rassemble un petit peu à une coopérative. Mais par Mais contre, il y a déjà déjà, propriétaires et locataires. si ton capital va pas dans les poches d'un propriétaire Bah, de bâtiment, tu sais, au moins, c'est ça, tu peux récupérer cet investissement-là plus tard, là. Puis, exactement. Ouais, fait que ouais. tu te payes à toi-même à quelque part, là. Oui, Et, puis et puis je vois les travaux qu'il faut faire, quoi. Enfin, quand il s'agit oh, d'isoler phoniquement des bureaux, ça implique quand même des frais importants et je trouve ça dommage tu vois, de louer un lieu et de payer ces travaux-là qui vont dans la poche d'un hmm. propriétaire, quoi. Ouais. Ouais. Ben, carrément. Ouais, puis là, s'il faut que tu partes, tu sais, j'ai vu des histoires de studios, justement, locataires. Tu sais, t'es locataire, puis Ouais. éventuellement, faut que tu partes, mais c'est des gros, tu sais, c'est énormément de travail en termes de
Ben, c'est ça. On sait très bien c'est quoi, là, tu sais, de bâtir des infrastructures, insonorisation, c'est C'est ça, des gros investissements. Puis là, c'est pas à toi, tu sais. Fait que, ouais. Mais il y a un cas comme ça, justement, à Lyon en ce moment, un studio à Villeurbanne, où ils sont locataires, ils sont pas propriétaires. Le propriétaire veut récupérer les lieux et il veut détruire les studios pour en faire des bureaux. Et genre, ils peuvent pas repartir avec leur matos, quoi. C'est ça qui est un peu triste. Ouais, vraiment. Enfin bref, on verra. Croise les doigts. Mais ouais, non, c'est ambitieux quand même. Disons que tu fais plusieurs... en tout cas, 1 an, là, tu fais plusieurs moves là, avec justement le déménagement C'est ça, à Lyon. Puis, tu sais, c'est comme... C'est ça. Ça y va. Tous les 5 ans, c'est ce qu'on se disait avec ma compagne, c'est que tous les 5 ans, on fait un espèce de changement de vie. Donc, tu vois, on a fait le Québec de 2011 jusqu'à 2018. Ensuite, on est parti s'installer en Ardèche, où là, j'avais monté un studio dans un coworking, mais plus campagne, avec des gens qui n'étaient pas dans la musique. Et puis là, on vient d'arriver à Lyon, parce que ma compagne a trouvé un boulot dans une salle de concert. Et, et donc là, moi, j'ai envie de, j'ai plus, du coup, le fait d'avoir connu à la fois le travail à la maison et à la fois le travail dans un coworking de pas de compositeurs, mais d'autres personnes, j'avais pas envie de revenir là. J'ai ce studio temporaire qui est vraiment très temporaire. Comme tu peux voir, j'ai mes diffuseurs qui sont sur le sol. Et c'est en attendant de pouvoir trouver un autre lieu, parce que j'aime bien cette séparation, j'aime bien la rencontre, l'échange, et je trouve que c'est vrai que surtout avec le Covid, il y a eu un peu ce phénomène où tout le monde travaille de chez soi, et il y a quelque chose moi qui se perd, je trouve. Oui, puis c'est un peu pour ça que je fais comme des appels comme ça aussi. C'est vraiment dans l'idée de... Puis, tu sais, il y en a que... Là, j'ai rang public, là, mais j'appelle beaucoup plus mes clients qu'avant. On dirait, tu sais, je les vois pas nécessairement en personne dans le studio. Des fois, ça arrive un petit peu, là, mais j'aime ça, tu sais, sentir qu'il y a vraiment un être humain à l'autre bout, puis une discussion, parce que sinon, c'est comme... C'est quoi l'intérêt? Tu sais, je veux dire, on fait ça parce que on est ensemble dans ce bateau-là, qu'est la vie, qu'on sait pas trop pourquoi on est là. C'est quoi cette espèce d'affaire-là? Fait que, dans le fond, c'est ça, de sentir qu'on traverse quelque chose avec d'autres mondes, puis qu'on se soutient, puis qu'on... C'est ça. Mais complètement, ouais. Je pense plus encore aujourd'hui qu'auparavant, parce que bon, il y a tous ces débats sur l'intelligence artificielle qui arrivent, qui fait peur à tout le monde. Et moi, je me dis oui, mais en même temps, c'est une opportunité pour nous en tant qu'humains de devenir encore plus humains. Ouais. Qu'est-ce qu'on est vraiment, c'est ça, fondamentalement. Puis, ouais, voilà. Et dans les métiers artistiques, donc, comme tu le dis, juste déjà faire une visio, on peut avoir une vraie discussion, on peut sentir l'autre personne, on peut aller avoir certains détails dans le rapport humain. Et genre, par exemple, le service de mastering que tu offres, et la relation qu'on a ensemble, le dialogue qui s'établit pour arriver à un résultat, il est 1000 fois plus important qu'un algorithme qui est capable de te matcher une track que tu lui mets en référence, quoi. Mais ultimement aussi, tu sais, on revient, ça peut sembler cliché, mais c'est quand même... c'est le fait de le faire qui est l'intérêt. C'est pas genre le produit final, c'est une chose, là, mais pendant que tu le fais, pendant que tu fais la musique, puis tu sais, tu as eu des groupes de musique aussi, mais tu sais, quand tu as des interactions avec d'autres humains, il y a comme... Tu as du fun, tu ris, il y a des bouts, c'est un peu difficile, tu as des défis, tu es comme, voyons, c'est quoi comment qu'on va réussir à rendre ce bout de chanson-là pertinent au niveau des arrangements ou de la performance, puis il y a des chocs qui se créent, puis c'est ça, ça peut être un peu chaotique, puis il en ressort quelque chose qui pourrait pas ressortir si tu étais tout seul avec des outils électroniques de programmation puis intelligence artificielle. Mais complètement. C'est ça, cette espèce d'interaction humaine-là avec comme toutes les... Comment dire? C'est ça, le chaos que ça peut provoquer. Ouais, et puis on apprend tellement aussi, enfin des micro-détails, enfin genre le simple fait d'aller en studio et de discuter, faire partie d'une session. Moi, quand je suis allé en studio à Londres, j'ai appris énormément, quoi. Mais j'apprenais trop de choses, c'était trop stimulant. Enfin, il fallait faire une pause à un moment donné. Ouais, t'es-tu retourné? C'est Air Studio, c'est ça? Alors j'ai fait Air Studio et j'ai fait Abbey Road aussi. T'es sûr? Ouais. J'ai fait les deux. En 2019, j'ai fait Air. Ensuite, Abbey Road, on l'a fait en 2022.
Oui, 2022 et 2023 R de nouveau. Et cette année, il n'y a pas encore eu de budget qui ont été débloqués pour faire ça. On espère que l'année prochaine, ça reprendra. Mais oui, c'est des sessions d'enregistrement de cordes qui sont... C'est ça, c'était des cordes, hein? Ouais, c'est des ensembles de 14 cordes, généralement, où on est 3 compositeurs... on fait un pool de compositeurs comme ça et on enregistre chacun 5 morceaux et puis ça va très vite. C'est assez impressionnant parce que les joueurs, en fait, ce qui fait qu'on va à Abbey Road, c'est que bon, certes ça coûte cher, c'est l'éditeur qui paye pour ça, mais on est sûr de la qualité des joueurs, on est sûr du rendu. C'est très smooth alors que ça va très très vite. C'est-à-dire qu'on passe on fait des sessions de 6 heures, on passe à peu près 15 à 20 minutes par morceau. Dès qu'on appuie sur Rec, ils découvrent la partition, hein, les joueurs. C'est dès la première lecture, mais généralement, à la deuxième lecture, on garde 80% de ce qui a été enregistré. C'est qui? Est-ce qu'ils sont habitués de jouer ensemble? Est-ce que... Oui, alors là, pour le coup, c'était sur les trois sessions que j'ai fait, c'est le Parallax Orchestra, donc c'est des indépendants. Qui se rejoignent ensemble. En fait, ce qui est assez impressionnant avec Londres, c'est que c'est vraiment un hub de musiciens de scoring. C'est vraiment un lieu où, pour le scoring cinématique. Ah, scoring, ok. Oui, pardon. Désolé pour ma francisation. Non, j'avais entendu scoring. Scoring, ok. Et il y a vraiment un hub comme ça de beaucoup de joueurs qui viennent s'installer à Londres, de leur orchestre plutôt classique et qui font des groupes comme ça, des orchestres indépendants. Et le Parallax, ils sont plutôt jeunes et ils sont vraiment très doués. Hein. Et généralement le premier violon. Mais non, mais ça sonne. Les séries que tu m'avais envoyées de cordes, ça sonne, c'est complètement fou, tu sais. Ah ouais. Puis... Non, mais ça doit être impressionnant. Puis c'est combien de... C'est un ensemble de combien? 14. OK. Ça doit être impressionnant, c'est sûr. Puis là, t'es l'autre bord, puis t'entends ça, puis c'est juste comme... Puis, juste pour le fun, là, la prise de son, ça ressemblait à quoi? T'as dû apprendre énormément là-dessus, c'est la prise de son d'un ensemble de cordes. Oui, ils ont... alors, moi, je suis pas très, très bon là-dessus, mais... T'as-tu observé un peu? Oui, quand je reçois je le vois surtout aussi, moi, quand je reçois la session Pro Tools, et je vois le nombre de micros utilisés. Donc, en gros, il y a un micro par pupitre. Ensuite, il y a les... comment ça s'appelle? Les trees. Il y a les DK. Il y a la room. Donc, en fait, on reçoit... moi, quand je reçois le fichier Pro Tools, parce qu'après, moi, je travaille pas sur Pro Tools, j'exporte tout sur Logic. C'est ça. Je passe un temps fou à m'y retrouver là-dessus. Et généralement, dans ce cadre de session, justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à 9h, on démarre la session, mais ils sont déjà installés depuis 7h30 du matin et tout le système de mic. En fait, ils ont tout est streamliné, quoi. Tout est prêt. Donc moi, c'est vrai que je regarde pas trop le détail de comment ils mettent en place. J'imagine que tu as d'autres choses à fouetter aussi. Tu arrives là, puis tu as ta pièce, puis tu t'observes comme la performance. Puis c'est ça. Déjà, tu es hyper stressé. C'est ça. T'es hyper stressé parce que tu as 20 minutes pour valider chaque morceau, donc ça va très très vite. Et puis c'est ça, il faut on a les partitions très vite, on est là, ok, mesure machin ça va pas, mesure machin il faut reprendre, etc. Et puis il faut vraiment faire une hiérarchie de qu'est-ce qu'on corrige en premier, sur quoi on avance, etc. Mais ils sont tellement Fiona par exemple qui est l'ingénieuse, on peut dire ça, ingénieuse en chef qui gère la session, elle gère ça d'une main de velours et grâce à elle tout est très calme, etc. Et on arrive à tout faire dans les temps. Et c'est... tu vois, on parlait de relations humaines tantôt, puis ça, c'est une chose, tu sais, comme établir l'ambiance, puis je n'ai fait un petit peu du studio, là, c'est pas l'affaire que j'ai faite le plus, l'enregistrement, un petit peu de réalisation, il y a dans une autre vie, là. Puis, tu sais, c'est un gros aspect, là. Tout le monde arrive stressé souvent, là, parce que... Puis là, tout le monde arrive avec un petit peu d'attitude, justement, pour gérer leur stress, là, pas tout le temps de l'attitude. Bref, il y en a qui arrivent avec de l'humour, il y en a qui arrivent avec de la retenue, il y en a qui arrivent... Fait que c'est comme, souvent, c'était un peu de casser ça, puis d'emmener du... OK, tu sais, on se détend, parce que c'est sûr que si tu fais arriver à des belles performances, puis un travail comme, tu sais, de vraiment être focus sur ce qui se passe... Ah oui, exactement. Être vraiment présent, il faut comme tu sortes de ton
de ton ego, là, avec un gros E, là. Mais, moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué hein, dans les deux, enfin Abbey Road et R, c'est que les gens qui y travaillent sont extrêmement compétents. Ils savent exactement ce qu'ils font, ils vont très vite, etc. Mais je sens ils ont une telle expérience qu'ils sont là pour servir la musique. Donc eux, leur ego, il est complètement effacé. Ouais. Il est complètement effacé. Tous les gens l'orchestre, tous les gens ont leur ego complètement effacé. Ils sont là pour la musique. Et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne, quoi. Et il y a ce professionnalisme qui est assez déroutant. Enfin, moi, non, franchement, je le conseille à tout le monde. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment super. Si vous avez une hypothèque à reprendre sur votre maison, non, je sais pas ça coûte combien, là, mais... une session à Abbey Road avec un orchestre de 14 cordes, il y en avait à peu près pour 12 000 €. Ah, OK. Pour la journée? Pour la journée, oui. Donc là, puis tu disais qu'il y avait... Toi, tu avais 6 pièces, non? On fait à peu près 15 morceaux. En tout? Bon, ouais. C'est bon. Donc après, il faut les rentabiliser. Derrière, ils sont placés, et puis ensuite, ils sont utilisés. Non, puis là, c'est l'éditeur qui finance, puis l'éditeur, c'est ça. Puis là, tu travailles avec... ça, c'est Premium Beat. Là, c'est Premium Beat qui finance. Ce qu'on peut le dire. Ouais. Après, c'est sûr que c'est cher relativement à... Par exemple, tu peux enregistrer à Budapest, qui sont aussi des très, très bons joueurs. Et ça se fait beaucoup. Hein, il y a beaucoup d'enregistrements en Europe de l'Est, où là, à peu près pour 6 000 €, tu peux avoir l'équivalent dans les pays de l'Est. Après, en Amérique du Nord, je pense que les prix en Amérique du Nord pour ce type de prestations sont à peu près similaires, hein, je pense. Ah ouais. Non, mais c'est sûr, c'est comme l'infrastructure, du matériel de haute qualité, des professionnels de haute qualité, les musiciens de haute qualité, puis tout. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Puis ça transparaît sur les pièces. Oui, c'est ça, oui. Ça m'intrigue. D'ailleurs, toi, je sais à l'époque, je sais pas si ça a changé, mais il me semble t'écrivais pas et tu lisais pas la musique nécessairement. Je n'écris pas et je ne lis toujours pas la musique. Non, mais c'est fantastique! C'est fantastique. Je trouve, tu sais, comme ça peut être complexant, tu sais. Là, tu fais des pièces orchestrales fantastiques, tu sais, avec des musiciens professionnels qui jouent ça, puis t'es comme t'as pas besoin. Fait que c'est ça peut être complexant. Moi non plus, je connais, tu sais, je regarde ça, je suis juste comme Ah oui, mais alors j'ai été la première session que j'ai faite à Air Studio en 2019, j'étais très 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 stressé, très complexé, et je remercie infiniment Joachim Badia, l'orchestrateur, qui était là et qui comprend très bien l'univers dans lequel moi j'évolue de la musique, de la MAO, et qui m'a littéralement sauvé la mise sur plusieurs aspects. Et après les sessions qu'on suivi, je me suis un petit peu mis à la page. J'ai toujours pas appris à lire correctement, mais j'arrive à mieux me repérer, etc. Et puis je travaille, c'est ça, que quand moi je compose sur l'ordinateur, donc je fais mon mock-up. Après, moi, j'envoie la session à un orchestrateur dont le travail est d'adapter pour l'orchestre. Et Joachim Badia, avec qui j'ai travaillé, ce que j'aime bien, c'est que lui, il a travaillé chez Spitfire, par exemple. Et Spitfire qui font des instruments virtuels. De haute qualité, là. C'est ça, c'est ce que tu prends normalement quand les pièces que tu n'as pas 12 000 $ de budget, là. Voilà, c'est ça. et ce que j'aime bien, c'est que Joachim, il est entre ces deux mondes. Il comprend le monde dans lequel nous, on est les producteurs de musique audiovisuelle, et l'usage des VST, l'usage des plugins, etc., les automations en MIDI. Et il comprend très bien ça, et il comprend très bien le milieu très classique. Donc, en fait, il fait les ponts, quoi. Mais dans les faits, oui, t'as pas forcément besoin de savoir lire. Moi, quand je travaille souvent aussi avec des violonistes solo, et je leur envoie un MIDI qui est propre, une référence audio, et généralement, avec une discussion, on arrive bien à faire le job, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Puis, comment dire, la traduction entre ce que tu avais programmé avant d'aller faire des vrais cordes, puis c'est Jason, son nom, excuse? Joachim. Joachim, excuse, ouais, Joachim. C'est ça, lui, écouter les pistes que tu avais programmées avec des Spitfire ou quelque chose d'équivalent, puis à quel point tu trouves que ça change, là, tu sais, tout au niveau des inflexions, des subtilités, puis ça, est-ce qu'il essaie de garder ça? Ben, c'est sûrement qu'il le met un peu moins carré, quoique maintenant, les samples, c'est complètement fou aussi, des fois, c'est à se méprendre. Oui, alors, c'est une bonne question. J'allais dire que ça dépend du rendu, en fait.
Généralement, par exemple, il y a des effets très complexes, des patchs de VST qui sont assez particuliers. Parfois, ils sonnent mieux en VST. On va les laisser comme ça. Parfois, on va venir les compléter avec quelques textures. Et généralement, ce qu'on ressent dans les vraies prises, c'est-à-dire que c'est plus organique, c'est plus vivant. On a l'impression, tu sais, tu sens l'air. On sent l'air des cordes. Il y a un mouvement dans la musique. Par contre, dès qu'on est sur des legato, des staccato, certaines techniques de jeu très précises, bah là, l'orchestre, il pulvérise complètement les VST. On est dans un. Par contre, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on mélange les deux en fait. Quand moi je récupère mes pistes, je fais une sélection entre le VST et l'orchestral, qui a été enregistré. Et des fois, je garde un ou l'autre, ou des fois je les superpose. Enfin, ça dépend de ce qu'on recherche à faire. Mais les VST d'aujourd'hui sont quand même très très bons, au point où, par exemple, j'ai fait un album pour un autre éditeur qui s'appelle Modern Baroque. On a fait un vrai. Donc là, c'est plutôt des formations quatuor. Ok. Et j'ai engagé un violoniste altiste pour repiquer seulement les endroits où les VST n'étaient pas suffisamment réalistes. Parce qu'on avait très peu de budget. Et finalement, il est intervenu, mais il est intervenu moins que ce que je m'imaginais. Donc, tout dépend. Après, c'est la programmation aussi qui joue là-dessus, le type de patch, etc. qui sont utilisés. C'est toujours mieux d'avoir tout en vrai, hein. Faut pas se mentir. Mais en termes de budget, puis de temps d'exécution, puis de contrôle, ultimement, tu sais, parce que tu as un contrôle quasiment immédiat sur, tu sais, tu dois connaître tes VST, puis tu dois être en mesure de les programmer. D'ailleurs, en tout cas, je diverge, mais à peine, là, tu sais, quand tu les programmes, tu programmes ça souris-clavier, genre, ou tu as un petit dispositif MIDI quelconque? Là, non, j'ai mon clavier MIDI. J'ai des mod wheel, j'ai des faders que j'utilise pour les expressions, etc. Et généralement, j'essaie de performer le plus possible. Donc, c'est-à-dire que je vais enregistrer ma performance pour qu'elle soit le plus intéressant possible. Et après, je viens ajuster avec la souris et refaire les courbes d'automation, etc. pour que ce soit le plus réaliste possible. Mais généralement, je trouve que c'est bien d'essayer de capturer une performance quand on programme en MIDI, généralement. Et puis aussi, ce qui est très important, je trouve, c'est de comprendre que ce que tu joues, c'est un VST. C'est pas. Alors certes, tu sélectionnes un violon, par exemple, un violon solo, mais tu joues pas un violon, tu joues un VST de violon. Et donc, il faut jouer avec la limitation du VST. Donc, tu peux pas. Il y a certaines choses que tu peux pas lui demander de faire. Et il faut comme pas un essayer. Autre instrument. Voilà. C'est un autre instrument. C'est un autre instrument. Et il faut comprendre que tu joues un VST de violon. Ce VST de violon-là, il est très bien pour faire ce type de jeu. Par contre, je sais pas, si tu veux faire un balayage sur 4 cordes, faut surtout pas utiliser un VST standard, faut utiliser autre chose. Et c'est le fait d'utiliser plusieurs comme ça VST différents que tu arrives à créer quelque chose de assez réaliste, notamment moi ce que je fais des fois c'est que j'enlève toutes les reverbs. Je mets même des plugins de deverb, de Plugin Alliance. Ah, parce qu'ils sont déjà dessus, comme imbriqués dans l'enregistrement. C'est trop roomy. Par contre, la performance m'intéresse, mais la reverb, elle est pas matchée avec les d'autres marques de VST. Donc, je vais rajouter une autre reverb différente. Je vais reconstruire un espace. Puis t'as pas d'artefact, parce que déréverber, là, je trouve que c'est une des affaires les moins bien exécutées, là, je trouve, dans le monde du plugin. Tu sais, dernièrement, il y en avait. Tu sais, moi, je le fais en post-prod des fois pour de la voix dans des ambiances, là, tu sais. Pas évident. C'est pas évident, tu sais. Mais ça s'est amélioré, mais j'ai l'impression que c'est un peu la frontière là, qui est comme quand ils vont réussir. Le prochain RX, là, j'ai l'impression, le prochain Isotope RX, là, ça. Il faut l'utiliser un petit peu. C'est vrai que tu as vite des artefacts, donc il faut jouer avec les limitations. Pareil, c'est comme les plugins. Tu peux pas. Tu mets à 20%, tu sais qu'au-delà, tu as trop d'artefacts, c'est inutilisable. Non, c'est ça. Tu dis que toi, tu utilises RX pour... Non, j'ai jamais aimé le D-Reverb. Mais je parle de RX parce que RX, t'es toujours à l'avant-garde de tout ce qui est outils de restauration, D-Reverb, denoise et compagnie. Là, ça fait un petit bout qu'ils n'ont rien sorti. Il y a énormément de petites compagnies qui ont sorti des outils de denoise. Puis là, il y a Wave qui avait fait Clarity. Puis là, il y a comme
Goyo, je sais pas si tu l'avais, Goyo Clear. Non, ça me dit toi, rien. tu utilises moins ça, toi, parce que c'est ça, je pense que tu fais moins de mix de voix je et fais compagnie. peu Là, de post-prod, ouais. C'est ça, parce que j'ai une autre facette de post-prod là, sur laquelle je travaille, je dirais 50% du temps, ou ça dépend des cycles. Là. mais des fois, les prises de voix, tu sais, c'est vraiment pas idéal. Là. Soit une ambiance trop réverbérante. Puis là, souvent dans les éléments plus corpaux, tu as de la musique de fond avec quelqu'un qui parle. Fait que là, quand il y a du reverb, on dirait que ça devient comme tu te perds, tu as de la misère, c'est moins détaillé. Donc, Goyo, là, c'est comme 3 boutons. Tu as genre ambiance, reverb, puis voix. D'accord, là, mais c'est hallucinant, là. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs petites compagnies qui ont développé des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle dernièrement pour le denoise, c'est hyper efficace. C'est vrai que, ouais. C'est vrai. Hyper précis, quasiment pas d'artefacts. Puis là, RX, ils se sont fait dépasser sur plusieurs fronts. RX, c'est rendu quoi? Native Instruments, si je ne me trompe pas, là, ils ont été rachetés Isotope, là. Ça fait partie de la grande famille. Fait que là, ils ont du budget à pu finir, là. Mon feeling, c'est que là, ils attendent pour sortir la prochaine. Puis quand ça va sortir, ça va être juste comme complètement fou. Là. C'est vrai qu'au niveau de l'intelligence artificielle, tu as raison. Je trouve que les plugins dédiés au mixage audio qui intègrent de l'intelligence artificielle sont intenses. Il y a de plus en plus de choses très intéressantes qui sortent. Qui sont, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, je t'en avais déjà parlé, hein, le Smart EQ4 de Sonyball, je le trouve... plutôt abouti, hein, et puis il peut faire sacrément accélérer le processus de mix. Bloom, je sais pas s'il utilise. Bloom, c'est pas l'intelligence artificielle. Je pense pas. Non, j'ai l'impression que c'est. En même temps, c'est ça, il dit c'est intelligence artificielle, là, mais j'ai l'impression que c'est un thème marketing fourre-tout assez vendeur, là, tu sais, puis tout le monde dit du AI, puis là, des fois, je suis comme, ça doit être, des fois, c'est à la limite du concept, là, mais Bloom, je crois pas que c'est ça, là, je crois que c'est plus comme, c'est ça, un target, là, une cible qui cherche à atteindre là, un peu, que ça soit Pink Noise ou quoi que ce soit, puis là, comme il le ramène, mais c'est surtout, je pense, la qualité de ce que j'entends, du moins, c'est que c'est vraiment dans la qualité de l'algorithme puis du processing qui est comme tellement c'est transparent. C'est clair, tu sais. Puis tu peux y aller vraiment intense, puis tu vas préserver comme la caractéristique de la pièce, mais en changeant comme comment dire, c'est pas la réponse en fréquence, mais le patron timbral, si je peux dire. Tu disais ce que j'avais trouvé très, très vrai, c'est que tu disais, on dirait que ça place l'énergie là où il faut. Et c'est ça. Parce que moi, c'est ma job. Quand je fais du mastering, c'est beaucoup de la gestion d'énergie sonore. Ouais. En gros, tu sais, puis un élément esthétique aussi, donc de comprendre l'esthétique de la pièce, quand elle est déjà dans le mix, c'est de la préserver puis de la rehausser. Mais aussi, des fois, l'esthétique est déjà bien placée. Donc là, c'est de voir où c'est que, comme il y a de l'énergie qui est utilisée, qui n'est pas nécessaire nuisible, c'est que ça soit genre trop de high-mid, ou des fois, classique, trop de bass ou trop de gros low-end qui n'est pas essentiel. Ça, c'est comme... des fois, c'est l'évidence, mais la ligne est mince. Cela dit, quand tu as besoin de gros low-end, mais que c'est genre... Quand est-ce que c'est beaucoup trop, puis quand est-ce que... Tu sais, hier, j'avais une pièce à masteriser, c'est comme il y a un gros synth, le Moog, là, qui rentre. Là, c'est comme... OK, c'est où la limite entre il y en a trop puis il y en a pas assez? Des fois, là, c'est pas évident. C'est là que la relation humaine, elle intervient. oui, mais c'est... Ouais. Peut-être oui, dans le fond, de la rétroaction du client ou de la personne qui l'attend à l'autre bout, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est aussi une question monitoring, niveau à laquelle tu écoutes. Puis, tu vois, là, j'étais allé, là, j'ai réécouté là, plein de fois le passage, puis j'ai pris avec TDR Arbiter. Tu l'as utilisé, celle-là? Arbiter, j'aime bien. Là. C'est comme lui, justement, c'est un autre qui travaille sur la distribution de fréquences, mais comment dire... Je sais pas comment l'expliquer. C'est tout compliqué. Mais bref, c'est ça, tu sais, c'est comme... c'est comme un compresseur multiband ou un EQ dynamique, mais sans threshold, là. Fait que dans le fond, ta base, tu sais, c'est que si tu dis, OK, en haut de ça, écrase-les, mais peu importe le niveau général de la toune, même si comme d'accord, je vois, très, très bas au début, mais qu'il y a trop de basse, fait qu'il va toujours préserver un équilibre timbral, peu importe le volume. Anyway, c'est ça. C'était très clair. C'était très clair. Ouais. Je sais pas, des fois, j'ai l'impression que je fais plus de formation puis de consultation tant que ça, mais
c'est ça. Ouais, puis en plus, c'est rendu compliqué parce qu'on parle de d'EQ dynamique et de compression multibande dynamique. Et en fait, Putain, mais c'est quoi la différence du coup entre un EQ dynamique et une compression dynamique? Ouais, ben, EQ dynamique, j'ai l'impression que c'est juste que les bandes sont plus petites, puis tu peux gérer comme. Ouais, Oui, c'est vrai que c'est. Oui, mais pour moi, ça revient un peu à la même chose. C'est ça. Tu pourrais. Ben, souvent, maintenant, je vais prendre TDR Nova. Si tu as juste des petits notches à faire, tu ne vas pas aller chercher Pro MB ou une affaire. Trop large. Ouais. Je me demande, j'utilise encore ça tant que ça, mais j'ai pas l'impression que j'utilise beaucoup des compresseurs multibandes. En général, ben, tu sais, Bloom, c'est comme ça, en fait. C'est un EQ dynamique compresseur multibande, spectral, comme, tu sais, puis c'est comme... Ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est le gagnant de cette année, là. Je suis sûr que personne ne peut pouvoir faire mieux que ça. Oui, parce que moi, ce qui me... Bon, j'ai pas encore fini le trial, mais dès que c'est terminé, je vais l'acheter. J'ai pas le choix de l'acheter, ouais. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ce que je te disais, les hauts médiums. C'est-à-dire que tu peux... je suis très généralement boosté des hauts médiums. Pour moi, c'est attention là, c'est danger, c'est danger, ouais. C'est zone à risque. Et là, je trouve que ça va. Ça les gère plutôt bien. Et notamment, enfin voilà, ramener de la présence dans les 2000 Hz, tu peux le faire assez facilement avec Bloom. Donc, et ça reste musical. Ouais, c'est ça, c'est que tu sais, je sais pas, ils disent pas, tu sais, c'est black box un peu, là, ils disent pas combien de bandes utilisent, c'est ultimement, parce que oui, tu as de la gestion sur 4 bandes, mais t'as pas comme, ils disent pas combien, parce que ça doit être plein de petites bandes à quelque part, un peu comme Goldfuss, tu sais, qui disait, je sais plus, 132 jeux, je sais plus, là, mais tu sais, plein de petites bandes qui travaillent de manière constante, hyper rapide, puis hyper précise, là. Donc, on sait pas, mais une chose est sûre, c'est justement, si tu montes tes high mid avec un EQ standard, ben là, si tu as des résonances, puis du filtering, puis des affaires, de la cochonnerie un peu, puis des... Ben là, tu vas monter tout ça, puis là, c'est là que ça devient comme, ah oui, c'est agressif, puis c'est dur d'aller chercher. Mais peut-être justement avec ce genre d'outil-là, c'est que tu le montes, mais il va aussi comme aller comme écraser tous les excès. Ouais, ils ont fait un super boulot. Franchement, je suis impressionné. Et puis même, je trouve que, comment ça s'appelle? Je pensais à Pulsar aussi, tu sais, qui fait des EQ un peu comme le Massive Passive ou le 82, enfin le 8200 là, qui est la copie du GML. Pareil, moi je trouve que c'est des super outils qui sont sortis assez récemment et qui... Alors, je sais pas s'il y a de l'IA là-dedans, mais c'est vraiment... Enfin, ça sonne bien pour de l'algo, parce que pendant un moment donné, moi, tu sais, j'étais très Acoustica, Oui, je le sais. les sample base. Je trouvais que c'était une super technologie, mais aujourd'hui, je suis plus si certain de leur avance. Ils avaient eu une avance pendant un moment donné dans les années 2016, 2017. Ouais, avance, mais sur tout ce qui est... interface utilisateur, là. Copier à revoir. Ouais, non. Ben, moi, c'est ça. C'est trop lourd. Puis là, je sais qu'ils ont amélioré un petit peu, là, mais tu sais, c'était comme... Il était long à charger. Tu sais, quand tu bougeais, tu avais un temps de réponse, tu sais, il y avait un délai de réponse. Tu sais, juste ça, ça marche pas, là. Je veux dire, si je fais un EQ, je veux que ça soit instantané. Tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est vivant, là. Là, ils l'ont amélioré, je crois. Puis, tu sais, il n'y avait pas nécessairement de... Ouais, c'est ça. Ils ont leur système Hyper maintenant, où en fait, c'est un mélange entre la convolation et de l'algorithme. Et donc, en fait, entre guillemets, ils prennent 2 photos d'une fréquence et ils arrivent à créer le lien entre les deux en continu avec de l'IA. C'est ça qu'ils font. Ouais, et mais c'est juste du marketing. Moi, je prends un EQ algo très récent, je trouve que c'est vachement bien. Enfin, non, mais c'est ça, c'est rendu complètement fou. Puis il y a tellement de compétition, puis ça pousse, il y en a des plugins, ça finit plus de sortir. Ça, oui. Fait que c'est sûr que, justement, je pense, avec Bloom, Sound Oak, là, il arrive avec Oak Sound. En tout cas, ben c'est ça, c'est comme, pas que c'est rendu rare, mais j'ai l'impression que des fois, ils savent plus trop se lancer en termes marketing, quel besoin les combler, parce que, comme ils sont quasiment tous comblés, besoins, là, c'est sûr que toujours moyen d'améliorer certains processus. Puis, à quel public tu t'adresses? T'adresses-tu à un public très amateur, avec genre masteriser votre propre chanson avec tel
Ouais, genre plugin de mastering. 10, Light Edition, un truc comme ça. Après, moi, je trouve que Hog Sound, ils ont fait peu de plugins, ils en sortent peu, mais à chaque fois qu'ils en sortent un, ça devient standard. Toujours, tout le monde l'utilise. Ouais, ben c'est ça, je pense que c'est comme leur branding, là, puis bon. On aurait peut-être parlé d'eux autres. J'ai parlé d'eux autres aussi la semaine passée avec Will. Il va falloir que je les contacte pour qu'ils m'envoient un petit peu. Qu'ils me le donnent. Non, c'est pas prévu dans le narratif. Oui, puis même tu sais, j'avais fait le séminaire avec Alan Meyerson, l'ingé son de Zimmer. Et lui, il utilise Gullfoss. C'était en 2000... Ça, c'est pas le tech de mastering, là, parce que t'en avais un autre que t'avais vu. Oui, non, ça, j'ai fait deux Mix with the Masters. Il y en a un, c'était sur du mastering, et l'autre, c'était sur de la plus production, enfin, mixage. Pour moi, c'était Alan Meyerson qui mixe de la musique de film, quoi. C'est sûr que ça doit être très approprié par rapport à... oui. Moi, j'ai vraiment appris à mixer des cordes avec lui. Hein. Enfin, vraiment, auparavant, j'avais vraiment des difficultés. Puis, il nous a montré un petit peu sa chaîne d'effets, comment il aborde les cordes. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, il utilise Souf, il utilise Gullfoss, il utilise ces outils-là vraiment avec parcimonie, mais il les utilise. Et c'est vrai que je suis persuadé que s'il fait un séminaire bientôt, il y aura probablement Bloom dans sa session. Hein. Ouais, sûrement. Non, c'est clair. Mais c'est des outils Bloom, on dirait moins dangereux, mais tu sais, Soud, j'ai toujours trouvé que c'est pas dangereux. Le pousser trop, Ah oui, il y a des artefacts des fois que tu t'en rends pas trop compte, puis là tu l'écoutes, c'est que t'as peu, ça vient comme grainy, là, un peu bizarre, puis je me suis déjà un peu planté là-dessus, là, à une autre époque, là, parce que tu focuses tellement sur l'élément que tu veux contrôler que tu perds. C'est une forme d'inexpérience, là, en tout cas, une erreur qu'on apprend avec nos erreurs. Hein? Donc, il faut en faire. C'est important. Ben, c'est ça. Fait que là, tu perds le portrait large, tu sais. Fait que là, t'es comme, il y a un petit silence. Mais en même temps, ça sonne comme. Tu t'en rends pas de compte, mais c'est ça. Mais ce que tu décris, c'est le problème de tout le monde dans l'audio, dans la production de musique, quoi. Moi, j'ai les mêmes soucis en mix. Je vais me concentrer sur un détail, j'oublie l'ensemble. Dans la composition, c'est pareil. Dans le mastering, c'est pareil. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien on vit une époque où il n'y a plus vraiment de budget pour grand chose, donc on a tendance à tout faire nous-mêmes au maximum. Et à un moment donné, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vient avec des oreilles fraîches qui te disent non, là ça marche plus, enfin il faut corriger ça. C'est ça. Ouais. Ah, puis c'est une expertise, là, c'est ça. C'est une expertise différente. Je veux dire, moi, composer avec des cordes, je serais pas capable. Je veux dire, tu es capable de faire du mastering, tu en as déjà fait. Alors j'ai essayé, mais j'ai abandonné. Tu vois, Non, c'est que tu peux pas tout faire aussi. Puis tu sais, des fois tu m'envoyais, parce qu'il y a longtemps, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Ça fait un bout de pareil, ça passe tellement vite. Ça doit faire un bon 7 ans là, mais tu sais, là, j'ai vu la progression puis l'évolution de ton travail, c'est comme assez hallucinant. Tu sais, puis la diversité. Puis, tu sais, au début, tu m'envoyais une version masterisée de ton master, puis le mix. Puis là, c'est ça me permettait de voir, OK, c'est là c'est le max que tu as réussi à arriver. Puis ça a été un laboratoire super intéressant, tu sais, toutes les pièces. Puis il y avait une grande diversité, parce que là, on parle de cordes, beaucoup de cordes, mais beaucoup d'éléments électro. Oui, c'est vrai, je fais pas mal d'électro aussi, C'est toujours assez collé sur ce qui est contemporain en ce moment, puis ce qui sort pour rester à la page, justement parce que tu travailles avec des éditeurs, puis il y a de la demande pour certains... j'imagine, puis c'était toi, en fait, qui faisait de la recherche, là, même encore, j'imagine, c'est un peu ça. Quoique tu me disais que tu as des commandes, mais tu fais ta recherche par rapport à... Oui, en fait, mais quel type de... En fait, moi, j'évolue dans deux mondes. Il y a le monde du scoring orchestral, etc., musique classique contemporaine, on va dire. Et ensuite, il y a tout ce côté un peu électronica que j'aime bien, infusé par l'influence indé, la musique indépendante. Donc, j'évolue un peu entre les deux mondes et je continue à faire des recherches. Là, je travaille sur des projets de sound design qui mélangent du classique. Là, je viens de faire un album aussi qui était plutôt un peu indie folk orchestral, on va dire. Mais je continue. De toute façon, sinon je m'ennuie. Non, si tu faisais tout le temps la même chose, c'est ça, c'est clair. J'ai pas envie de servir le même repas tous les soirs, quoi.
Non, c'est ça. Ben, moi aussi, je suis tout le temps en train d'expérimenter des approches, puis c'est ça qui me stimule. Puis c'est comme, je reviens à ce que je disais tantôt, tu sais, avec toutes les pièces que tu m'as envoyées au cours des années. Puis, tu sais, je t'avais dit à un moment donné, hey, je m'en sers aussi comme laboratoire, tu sais, d'essayer des affaires plus extrêmes. Puis c'est cool, tu sais, c'est le fun. Fait que là, tu sais, des fois, des pousser un peu trop. Puis là, justement, vu qu'on est habitué de travailler ensemble, ben je t'envoie de quoi qui est un peu ovni par rapport, tu sais, que j'ai déformé un petit peu pour aller essayer de quoi dans un autre sens. Là, t'es pas comme, wow, là, tu sais. Parce que c'est sûr que c'est toujours sensible. Quand c'est des nouveaux clients, si je risque un peu trop des fois, ça peut faire peur. Tu sais. Ouais, je comprends. Si je risque ou si je vois un peu extrême, des fois, tu vois le mix, tout est là, puis tu te dis, OK, c'est fragile. Je vais vraiment comme me coller au mix le plus possible parce que tout est là, tout est beau, je veux pas. Mais des fois, tu te dis, hey, il y a de l'espace là, pour aller pousser un peu plus à l'extrême puis expérimenter. Ouais, mais puis moi j'aime bien parce qu'il y a cette dimension artistique qui réapparaît, quoi, qui est pas simplement. Pas justement, il n'y a pas simplement une correction, j'allais dire, purement ingénieur. Il y a aussi une dimension purement esthétique dans la recherche d'un produit fini. Et puis, c'est vrai que souvent, il y a des gens, par exemple, qui sont un petit peu complexés avec l'idée de « Oh, je mets trop de plugins ou j'en mets pas assez, » ou etc. En fait, quelque part, on s'en fiche. Hein. Enfin, c'est ça, c'est le son, tu sais. C'est le son. En bout de ligne, ce qui compte, c'est le son. Et moi, quand je voyais justement, une des raisons pour lesquelles j'avais fait le Mix with the Masters avec Alan Meyerson, c'était pour voir, c'était un peu pour déconstruire ce truc par rapport aux plugins et de voir quelqu'un qui il met de la distorsion et puis il faut mettre 4 plugins de distorsion, il va les mettre. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui alignait l'éditeur. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est justement avec l'expérience puis avec le développement de l'oreille, c'est que tu t'aperçois quand c'est trop. C'est pas la quantité de plugins que. Parce que moi aussi, des fois, là, ma chaîne est bien pleine, puis j'ai quasiment plus de place. Puis là, je suis comme, OK, j'ai-tu abusé? Mais tu sais, t'écoutes, ça va. Là, c'est juste. Lui, il fait juste 1 dB par-ci, l'autre fait ça. Mais, oui, c'est ça. Ouais. Que tu connais tes outils, tu connais que. T'écoutes, puis en faisant du AB, tu t'aperçois, bon, j'ai pas saccagé à la pièce. En contrepartie, tu sais, j'ai déjà fait de la consultation, formation individuelle pour des gens, tu sais, plus débutants, puis des erreurs, je voyais, c'est comme, tu sais, des EQ qui compensaient pour l'autre EQ qu'il avait mis avant sa chaîne. Puis, tu sais, des affaires, tu sais. Parce que c'est ça, l'affaire, justement, trop de plugins, mais avec une oreille non éduquée et comme moins de connaissances techniques, ben ça donne comme souvent, tout s'effondre. Tandis que l'autre, ça se construit, puis ça... Oui, c'est ça. Puis comme tu dis, l'éducation à l'oreille, je pense que c'est l'élément le plus central. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore qu'on travaille ensemble, parce que je le sais. Quand je t'envoie mes morceaux, j'ai la certitude que c'est écouté par quelqu'un qui a une oreille auquel je fais confiance, qui a une expertise. Et je trouve que moi c'est impressionnant. Par exemple, l'évolution de mes compositions, et si tu trouves qu'elles se sont améliorées avec le temps, c'est juste que moi mon oreille s'est affinée à écouter d'une autre manière et à changer. Et en fait, c'est ça qui nous fait progresser, quoi. Carrément. Puis le monitoring aussi, tu sais, on a quand même évolué ensemble là-dessus. On discutait beaucoup, tu sais, comme là, on est des frères. C'est drôle parce que avec Will aussi, la dernière fois, c'est Odésie aussi, parce que j'y avais parlé de ça, puis je pense que j'ai comme ça aussi, je devrais me faire financer par Odésie. Je n'ai vendu quelques-uns. J'ai vendu l'idée, tu sais, parce que j'étais tellement comme wow. Ah, moi j'adore. Puis on avait tous les deux les HD 600 avant, fait que c'est ça nous permettait d'écouter. Puis là, t'as des KH. Alors moi j'ai plusieurs. Non mais là mais là dernièrement t'avais acheté des KH. Oui, alors parce que comme je suis dans un petit appartement, dans un appartement avec des voisins au-dessus, je peux pas trop y aller fort. Parce que moi j'ai des PSI. Dans l'autre, ça je me souviens. Elles y sont là. Mais t'es as pas laissé en campagne? Non, je les ai installés, je les utilise, mais je les utilise pas beaucoup. Parce que j'ai le subwoofer avec et faut vraiment la pièce adaptée pour ces enceintes. Que j'adore, hein, les PSI, c'est chirurgical. Mais j'ai les Neumann, donc les KH80 en plus, qui sont plus, ces petits monitoring que j'aime bien, qu'avec leur système de correction, je les ai corrigés. Et après, j'utilise beaucoup les LCDX.
que ce soit en composition ou en mix. Et j'ai aussi les HD 650 de Sennheiser. Ah, les 650, tu avais changé, puisque tu avais les 600, ouais, mais je les ai surutilisés. Toute la capsule s'est déchirée. Enfin, elles sont mortes. Elles sont mortes. Moi, je pensais que tu n'avais pas débarrassé quand tu as changé pour Odyssey, là. Non, mais je les ai encore, hein, les HD 600. OK. Ils étaient plus, c'est ça, tu peux pas les revendre, là. Non, elles sont invendables, là. Elles sont en lambeaux. Ils sont en lambeaux. Moi, tu vois, quand j'ai pris les LCDX, j'ai débarrassé les HD 600 parce que... c'est ça, je voyais plus l'intérêt, honnêtement. C'est sûr que la différence est drastique. Hein. C'est ça, je me demandais. Puis en plus, c'est quand j'ai acheté les LCDX, c'était vraiment comme un coup de dé parce que je me suis dit, là, je suis pas capable de trouver où les essayer. C'était pendant la pandémie, c'était super difficile. Les magasins, il n'y en avait plus. On va les avoir dans 3 semaines si tu veux venir les essayer à Montréal. Puis à un moment donné, je me suis écœuré, puis il y avait tu pouvais les acheter, puis tu pouvais retourner au bout de 30 jours. Fait que dans le fond, je me disais, au pire, ça va me coûter 200$ de dédouanage et de shipping si c'est vraiment pas ça, tu sais. Mais, fait que non, c'est ça. Je les ai tout de suite aimés. Puis c'est drôle, j'ai un ami qui a acheté les LCDX Close. OK. Ah oui, d'accord. Ouais. Puis il n'y a pas si longtemps, j'étais allé chez eux, l'an passé, j'étais allé chez eux, puis on a comparé pour voir. J'étais curieux de voir, d'écouter la différence. Puis il y a une différence assez marquante. Fait que tu vois, quand on a comparé, il a entendu les Open, puis tout de suite, il a décidé de revendre les Close, d'acheter les Open. Ouais, Close, j'allais dire, pour écouter quand tu te promènes en ville, à la limite, pour pas déranger les gens, ou que tu fais du tracking. Enfin, je comprends, mais, c'est ça. Mais c'est vrai, sinon, faut rester sur des casques. Enfin, ça me semble plus logique, quoi. Ouais, pour la production, là, je crois que c'est vraiment plus logique. Puis, c'est ça. Je serais curieux d'entendre les modèles au-dessus. Hein, moi, c'est mon objectif. Et éventuellement, les Carbon ou CRBN. Ouais. C'est électrostatique, que je sais pas trop quoi, là. En tout cas, bref, c'est des affaires, ça n'a juste pas de rapport, là. C'est 5000$ US, là. Ah ouais, les LCDX, les LCD5, là. Je serais curieux de voir, d'amener une compagnie pas trop loin, là, qui vend du gros hi-fi, là, audiophile, machin. Puis je les avais contactés, ils les avaient. Fait que là, l'idée, c'est genre, si je pars avec, ce que je voudrais faire comme test, éventuellement, c'est aller avec une session sur un laptop, ma carte de son, emmener ceux-là, puis comparer. Ah ouais, c'est une bonne idée. Comme travailler, puisque à toutes les fois, si je veux voir si un outil, des fois, je suis pas sûr. Voir si un outil m'emmène à un autre niveau, c'est que je reprends un master que j'ai fait, je recommence, mais avec le nouveau monitoring, je refais le master. Après ça, je réécoute les deux à l'aveugle sur un autre monitor. Tu le vois tout de suite si... Est-ce que ça m'a permis... Parce que, ça sonne mieux. Oui, ça sonne mieux. C'est quoi qui sonne mieux? Des fois, c'est tellement... Comment dire, subjectif, le soundstage, machin. Mais si tu le vois tout de suite qu'avec un autre outil, tu es capable d'atteindre un autre niveau plus rapidement que tu n'aurais pas atteint avec l'autre. Des fois, c'est juste l'évidence totale, là, quand je fais ce type de test-là. Là. Et est-ce que tu utilises un plugin de correction, toi, sur tes LCDX ou pas vraiment? Non, je l'ai fait un bout, là, mais non. Ça aussi, on est en discussion beaucoup avec Sienna. On a juré par ça beaucoup un bout, là. Moi, ça, tu vois, c'est avant que je change mes moniteurs. Quand j'avais les Focal Twin, un bout, s'il y a de quoi qui ne me satisfaisait pas dans les Focal Twin, qui était l'extension dans les basses, puis c'était pas détendu pantoute. Tu sais, c'était 2 6 pouces, puis... OK, ouais. C'était comme un peu du low-end, pas simulé, mais tu vois qu'il est... Tu sais, ça ressemblait beaucoup à HD600, quelque part. Je trouvais HD600, Focal Twin, ils se complétaient, mais ils se ressemblaient. J'étais pas... Fait que là, on dirait que quand j'ai pris ceux-là, j'étais comme, wow! En tout cas, je radote, parce que je n'ai parlé aussi la semaine passée, mais bref, c'est ça, c'est ce qui m'a dit, c'est vraiment ce qui m'a poussé à faire, OK, non, faut que je change le monitoring. Parce que là, tu vois, c'est plus raccord. Les deux ont des extensions des basses très détendues, très bas. Ouais, c'est vrai. Puis c'est propre. Moi, c'est ça qui m'impressionne avec... c'est ça. C'est propre, quoi. Vaut mieux s'acheter ça que avoir un mauvais... Enfin, ce que je dis, moi, dans cet appartement, c'est temporaire, j'utilise 80% du temps les LCDX parce que j'ai pas la pièce adaptée pour les enceintes que j'ai. Donc, non, c'est ça. Si tu veux écœurer tout le monde avec... Ouais, puis t'entends pas bien. Tu fais des mauvais moves. T'as beau mettre un Sonarworks ou quelque chose comme ça, c'est pas pareil. Ça marche pas. Non, c'est ça.
Ouais, effectivement. Non, ben pour vrai, tu sais, un bout, puis je le recommanderais encore, moi, de quelqu'un qui... aux jeunes. Parce qu'on est plus jeunes, du poil blanc. Toi qui démarres dans la vie professionnelle. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, moi, je trouve, le truc principal, tu sais, achète pas du Christy de truc hardboard, là, tu sais. Ben, surtout si tu fais du mix. Peut-être l'enregistrement, je veux bien, là, mais comme monitoring. Tu sais, juste ça. Tellement plus important. Si t'es... Non, pour vrai, 95% de la job, c'est là. C'est quoi t'entends? Si t'entends pas la bonne chose, tu vas pas travailler. T'as bien beau avoir le meilleur compresseur du monde à 8000$ analogue. Si t'écoutes ça dans des cochonneries, avec une acoustique dégueulasse, t'entendras même pas le travail. Je veux dire, moi, avant que je me mette à entendre l'attaque puis le release d'un compresseur, là, ça a pris genre 5-6 ans et plus. Là, déjà, juste savoir à l'oreille. Mais ultimement, tu le vois que tout le masquage acoustique que tu as dans ta pièce... c'est tellement subtil, l'attaque release, puis le comportement, comment ça va influencer le comportement du son, que le masquage, c'est genre 12 dB de masquage sur des fréquences de boost ou de cut, ben là, tu vas le perdre, là, tu ne l'entendras pas. Donc, je trouve que la pertinence, au lieu d'acheter comme du traitement acoustique, surtout si tu es dans un petit appart à Montréal ou à Lyon, ben, c'est ça, d'aller investir, ça revient pas cher quand tu y penses. Tu sais, une affaire, c'est quoi? C'était 1700, c'est en euros, là, mais canadien, 1700, quelque chose. Tu sais, versus des moniteurs qui sont un peu boboches, puis une acoustique qui n'est pas au point, ou quelque chose. Tu sais. Puis après, il faut que tu construises, évidemment. Je pense, ça reste quand même, je suis revenu vraiment à l'idée, effectivement, qu'une acoustique de qualité, puis des moniteurs de qualité, il y a de quoi que tu n'auras pas nécessairement dans les casques. Là, c'est beaucoup la réponse dynamique, je trouve, puis la... Ah, mais complètement, oui. C'est vrai que les casques... moi, j'ai des petits... Enfin, le CDX, je le trouve très bien pour régler... faire un mix général, etc. Mais j'aime bien quand même retenir aux enceintes, notamment pour les compressions et notamment pour le grave. Je trouve que le casque quand même déforme un petit peu la... Des fois, j'ai du mal à situer. Après, c'est une question d'habitude, c'est aussi une question d'écoute. Si t'es bien habitué à la façon dont tu places tes basses avec le LCDX, je pense que ça va. Mais moi, je suis pas encore hyper habitué à ça. Non. Ben, le LCDX, je trouve, c'est ça, c'est pour placer les basses, ça fait bien. Je regarde tout le temps pour être sûr, parce qu'évidemment, à part si ta room, c'est une room top mondial, incroyable, là, ben, tu vas toujours avoir comme des imperfections en bas de 300. Donc, ça vaut vraiment la peine avec un bon casque, avec des basses précises. Puis là, ben, c'est ça, avec le LCDX, des fois, je regarde, ben, je vais analyser. Des fois en mono, voir, puis comparer avec des références. Puis juste pour être vraiment sûr que les basses soient au bon endroit. Mais je vais quand même les travailler au haut-parleur avant. Puis là, après ça, s'il y a de l'excès, c'est souvent de l'excès, ben je vais aller juste un petit peu au casque. Puis ceux-là, tu vois comment j'arrive à savoir si on est à la bonne zone. C'est de voir est-ce que ça sonne bourré ou pas. Il ne faut jamais que ça sonne bourré, les LCDX. Là. Ben, il faut jamais. Si ça sonne bourré, c'est probablement trop. C'est vrai, oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Alors que ça, on pourrait penser que c'est agréable. Parce que des fois, des fois, tu te dis, t'es au casque, t'es là, oh, c'est bien, une grosse basse et tout. Ah, il peut en prendre, c'est ridicule comment il peut en prendre, tu sais. Oui. Et en fait, mais c'est ça. Il faut faire attention à réécouter. T'écoutes dans la voiture après ou sur d'autres enceintes, ça n'a rien à voir. Une stratégie que j'ai pensé qui serait intéressante, c'est de prendre, genre, tu prends des références ou que vraiment que tu penses que c'est le maximum de base que tu peux aller, là. Ouais. Puis avec ce que je te disais de TDR Arbiter, qui est un plugin dynamique sur lequel le volume, que ça soit à moins 14 LUFS ou à moins 3 LUFS, lui, il va toujours regarder juste l'équilibre des fréquences. Donc, de mettre, mettons, comme la zone à laquelle il va être activé juste dans les extrêmes basses. Puis, mettons, avec ta pièce, je te dis ça pourrait être un truc intéressant à appliquer même au mix, là, avec la pièce sur laquelle tu travailles, mettons, tu le mets sur ta référence, puis tu t'assures que ton threshold, ou en tout cas qu'il travaille à peu près jamais. Okay. Juste le mettre au niveau où il va commencer, mais après ça, si tu le mets sur ta pièce, puis il travaille, ça veut dire qu'il y en a trop. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est une très bonne... Ça fait que de travailler avec une référence... À volume égal, dans tous les cas. Non, c'est pas grave, justement, parce qu'il s'en fout du volume, lui.
Il s'en fout, peu importe. Parce que c'est ça, okay. c'est comme si c'est il n'y a pas de threshold. C'est un compresseur. C'est la même affaire que dans TDR, le limiter. Il y avait le high frequency limiter. Tu peux le mettre en absolute ou relative. Je ne sais pas si tu te rappelles. Là. Je ne me rappelle plus lequel qui est lequel. Là, absolute. Je pense que c'est absolute, là, dans le fond, mais c'est ça, que peu importe le volume, il va être à petit haut. Peu importe si c'est comme. C'est un petit passage guitare acoustique, puis ça finit comme full band avec plein synthé, puis tout. Là, il va pas. Ça va pas l'affecter. Tandis que si tu avais un DSR classique, ben là, il faudrait que tu automatises ton threshold parce qu'à la fin, évidemment, tu as bien plus de volume qui rentre. En tout cas. Mais après, c'est ça, on parle de références. Là, moi, je trouve que c'est ça, c'est le fun parce que tu me shoots tout le temps des références. Tu m'envoies tout le temps des références super intéressantes. Comme ce que je disais plus tôt, tu es très à l'affût de la musique actuelle, de qu'est-ce qui se passe en termes... Ouais, j'aime bien essayer de... Alors, je connais pas le Billboard par cœur et ça m'intéresse pas, mais je suis vraiment intéressé par où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de production, en termes de mix, qu'est-ce qui sort et qui est intéressant. Et c'est vrai que j'aime bien chercher des références. Là, par exemple, la pièce sur laquelle tu as travaillé la dernière, il me semble que je t'ai envoyé, c'était Max Cooper. Oui. Et Max Cooper, par exemple, c'est un artiste donc qui fait de l'électronica en anglais. Ouais. Et j'adore ses mix, j'adore son approche du son, sa spatialisation. Je me demandais s'il n'utilisait pas des plugins binauraux. Enfin, tu faisais du binaural en stéréo, et ça sonne large, ça sonne cinématique, ça sonne actuel. Il y a quelque chose d'actuel dans son son. Et c'est vrai que ça j'aime bien. J'ai souvent quelques morceaux comme ça de référence. Ben, j'aime ça, souvent c'était des échanges qu'on avait aussi. T'as-tu écouté ta affaire? C'est vraiment fou au niveau de la production, de la gestion de la dynamique, de la gestion des basses, puis de la largeur. Puis bref, effectivement, c'est une curiosité. C'est comme, as-tu goûté à cette chose incroyable, cette bière incroyable, de microbrasserie que c'est vrai, la même affaire. Ouais, puis c'est ça, c'est plus une curiosité esthétique. Des fois, c'est pas tant des fois, la qualité de la chanson. Non, c'est vrai. Pas tout le temps au rendez-vous. Je l'écouterais pas de même dans mon salon, mais en termes de curiosité, puis tu fais, wow, OK, c'est un autre niveau de complexité, d'appréciation artistique, tu sais. Ouais. Quand on entend des mix faits par... comment il s'appelle déjà Saba. Qui a travaillé sur le Billboard. J'ai oublié son nom. Certains. Moi, je suis pas bon, moi, les noms. Les grands mixeurs, je les connais pas. Il y en a un, c'est impressionnant. Ça sonne partout. Ça sonne. Alors, il a fait. Tu me l'enverras. Oui, mais je pense que je t'avais envoyé celui qui a fait Higher Power de Coldplay. Alors, moi, j'aime pas trop Coldplay. Je trouve ça kitsch. Mais le mix de ce morceau est vraiment impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. C'est ça, on peut dissocier, effectivement. Puis, Sorban Ghana. Sorban Ghana. Ouais, je crois que c'est l'écrire. Attends, il faut que je google son... Ouais, Sorban Ghenia, G-H-E-N-E-A, qui a vécu à Montréal, d'ailleurs. Qui a grandi même, il me semble, à Montréal. G-E-H-N... G-H-E-N-E-A. G-H-E... G-H-E-N-E-A. Et lui, il fait des mix. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très rempli dans les médiums. C'est ça, il y a ça punch, mais c'est jamais agressif. Et c'est très présent, c'est très radiophonique ces mix, mais ça sonne bien, c'est bien fait. Harsh, là. Mais souvent du FM, là, c'est tout le temps quand... mais lui, il le fait... harsh, mais c'est ça, il y a une autre... Il le fait à un niveau qui est assez exceptionnel. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un, on ne sait pas comment il fait, il donne pas d'interview, il fait pas de mix with the master, c'est des choses comme ça. Il n'a pas son channel YouTube, les 25 trucs pour... Je pense qu'il n'a pas le temps et il a peut-être pas envie de donner ses secrets. Non, c'est ça. Non, c'est drôle, hier, avec un ami, c'est un petit peu du bitchage, là, mais on disait, tu sais, des fois, les channels YouTube de trucs, là, je sais pas pourquoi, mais le tune, c'est tout le temps vraiment pas si bon que ça. C'est tout le temps un peu cheesy, quétaine, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un jugement gratuit. Je vous fais pas payer pour ce jugement. Hey, je veux voir, t'as peu, je comprends pas ce qui se passe, là, mais... Ah, c'est ça. Moi, je voulais voir, justement... L'heure avance, là, puis on se disait qu'on laisse. Je veux regarder si ça marche, là, c'est le petit test là, de mettre le screen. On va voir si c'est trop fort, tu me le dis, là. Est-ce que ça va fonctionner? Et hop, masqué. Oh, ça fonctionne! Ça, c'est la dernière qui est pas tant
orchestral, mais plus... Plus électronique. Électro, ça, c'est justement que tu disais la référence de Spectrum de... Oui, de Max Cooper. OK. Là, je l'ai gain matché pour le fun. Puis là... c'est assez fort. Ouais, tu peux monter, je pense, maintenant. Ouais, OK, on va essayer ça, ouais. Ben. Comme ça? Ouais, ça va. Ouais, c'est ça. Ah. Tu vois, ça, c'est le before. OK. Puis, dans le fond... Alors là, j'écoute en mono, du coup... Ah, ouais. Anyway, tu sais, ce que je me souviens sur cette pièce-là, puis je l'ai réécouté justement avant qu'on se parle, souvent, c'est ton fameux terme, le crin-crin, là. Le crin-crin. Le crin-crin qui est ici, tu sais, comme là, c'est ça, le arbiter que je te parlais. Ouais. Ah ouais, quand tu me dis... Ça, c'est du crin-crin, ça. C'est ça, ton crin-crin. C'est ça, puis j'avais déjà enlevé une partie de crin-crin, ce fameux crin-crin avec le clarity, avant que tu me dises, renlève-en un petit peu. Mais, tu sais, on l'entend pas beaucoup, là, mais je ne montrerai pas le son parce que ça va me péter les oreilles. Mais tu vois, c'est comme entre 600 et 6000. Ouais. Ah ben, gars, c'est cette partie-là. Il va peut-être un peu bas, mais en même temps, quand on écoute juste le diff, il va pas chercher le comme plus bas. Là. Donc, ouais, c'est ça. Et là, on voit bien justement que tu mets deux plugins l'un à la suite de l'autre qui finalement font à peu près les mêmes choses, mais bon, chacun avec sa spécificité. Ouais, ben, tu sais, des fois, là, ça peut avoir de l'air barbare, là. C'est comme une construction. J'aurais pu aussi. Tu sais, il y a tellement de chemins pour se rendre à Rome, puis comme. Comment dire, tu sais, je change tellement souvent d'outils. Quand j'essaie des outils, puis je n'intègre des nouveaux, puis à un moment donné, je me dis, regarde, je pourrais aussi, là, à quelque part. Mais ça serait plate, là, garder tout le temps à peu près les mêmes outils, puis arriver à faire ce que. Tu sais, c'est ça, c'est pas tant les outils que, justement, la façon dont tu entends, puis qu'est-ce que tu veux entendre, qui vont influencer le traitement, tu sais. Puis après ça, il y a des outils qui te permettent d'y aller plus rapidement. Puis, tu sais, comme c'est un petit touch-up, des fois, au lieu d'aller retoucher, ben je vais prendre juste, c'est ça, mettre un nouveau. Ouais, ben ouais, ça. Celui-là, puis aller couper. Après ça, tu vois, ce clipper-là que j'utilise. Ça, c'est bien le fun, là, la section RMS, là. OK. C'est Softube, OK, ouais. Moi, ils ont sorti un clipper et un widener. Puis le clipper, je l'aime bien. C'est pas tant... là-dessus, tu vois le P qui travaille un petit peu. Ouais, 0.6. OK. Ben, c'est ça, finalement, il travaille pas tant. Ouais, je pense que je pourrais adoucir les hautes un peu. Tu vois, en haute 245, le headroom, ce que ça fait, c'est que ça... Justement, c'est un genre de compresseur. Je pense que c'est le rapport peak RMS, là, tu sais. Puis il va comme... Tu le vois, sa petite wave, là, il va comme compresser, en quelque sorte, juste baisser le... Puis encore là, ils le disent pas tant que ça. J'ai lu le manuel, ils sont vraiment avares de commentaires, là, mais ce que je m'aperçois, là, c'est que justement, ça ramène le DR, le Dynamic Range, ça le tape quand tu as headroom. D'accord, comme c'est un compresseur, mais tu sais, il n'y a pas de ratio, il n'y a pas de... C'est comme s'il y a juste un threshold, il n'y a pas de ratio, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de release. Il y a l'analog color qui est une genre de saturation. Là, je l'ai mis dans les hautes, genre justement pour adoucir probablement les hautes, parce que c'est ça, je sais que généralement, tu sais, bon, on se connaît depuis le temps, là, tu sais, tout ce qui est comme haute fréquence plus harsh, tu sais. Je suis assez, ouais, c'est vrai que c'est un point où je suis assez sensible et j'aime bien quand les masters sont larges, ouverts, profonds, mais avec une espèce de douceur dans les hauts médiums. Et ça, c'est quelque chose que je recherche depuis des années. Et c'est vrai que là, par exemple, typiquement sur ce master, c'est exactement. Enfin, que les interventions que tu as faites sont venues justement améliorer pour moi ces aspects-là. Ben, tu vois, puis lui, M-Puncher, c'est comme ramener du punch, de pouk, avec le thump dans le tapis. Ah ouais, je vois ça, ouais. Non, mais c'est justement pour tu sais, je me rappelle ta référence versus le mix. C'est ça, c'est que ton mix était beaucoup plus orienté vers les high mid puis les hauts, puis il y avait moins de densité puis de lourdeur des basses. Il l'avait, était présente, mais c'est juste comme de ramener un petit peu ça, fait que justement en ramenant le punchiness, disons-le, tu sais, avec des basses fréquences, ramener comme
du mouvement dynamique dans les basses fréquences, de contrôler les hautes fréquences. Là, j'ai comme, tu vois, ça, je sais pas pourquoi, un EQ à 676 qui booste un petit peu. Puis ça lui donne moi, ce que je trouve quand on travaille bien les hauts médiums, et justement ce que tu as fait là, de venir un petit peu gonfler le bas, mais juste sur la dynamique, c'est que ça rend les pièces généralement beaucoup plus cinématographiques. Parce qu'il y a un côté un peu, je sais pas comment dire, tu sais, comme quand en vidéo on fait de l'étalonnage, où tu vois la photographie d'un réalisateur qui va venir adoucir les teintes, etc. Moi, c'est un petit peu ça que je fais en mix et qui continue au mastering, c'est d'arriver à ce rendu un peu velours, un peu velouté qui donne. Ah, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai justement, avec mes contrats de post-prod, plus j'ai des amis, tu sais, puis il y a des coloristes là-dedans, tu sais. Ouais. Puis là, je parlais avec le coloriste, j'étais comme, Christian, on fait le même job. Oui. Coloriste, dans le fond. Oh, tu sais, on se parlait, on fait le même job, mais toi, tu le fais pour le visuel, moi, je le fais pour le son. Parce que le coloriste, finalement, ce qu'il fait, c'est comme teinter l'ambiance, tu sais, des fois, tu prends l'ambiance de la scène, puis ramener, tu sais, plus de mauve, plus de darkness, tu sais, c'est ça, l'éclairage, les couleurs, équilibré d'une scène à l'autre, tu sais, pas nécessairement tout ramener pareil, mais de ramener une continuité. Fait que ça même affaire, tu sais, un album, c'est d'amener une certaine continuité. Exactement. En préservant la personnalité de chaque scène. Et de comme voir c'est quoi la couleur, puis de la lisser, puis d'emmener comme... Ouais, puis d'amener cette petite touche d'élégance qui manquait au mix et qui va finir le projet. Tu veux notre fameux Bloom. Là, je venais de l'avoir, fait que j'ai essayé des affaires, là, tu sais, mais... tu vois, ça se passe dans les mid puis dans les basses, là. Ouais. J'utilise souvent le squash ici. Ah ben là, dans ce cas-ci, je ne l'ai pas utilisé. Mais je ne sais pas si tu l'as utilisé, le squash, en fait, c'est un autre... Ouais, je suis encore en train de découvrir ça. Je l'avais fait un test, et puis j'avais le mix knob, je l'avais mis genre à 20%, j'avais trouvé ça intéressant. Je ne sais plus sur quel instrument j'avais testé. Je crois que sur une batterie, il me semble. OK. Mais ouais, c'est ça. Je trouve que ça amène une compression. Des fois, quand la gamme dynamique est trop large, tu sais, puis ça arrive, là, tout le monde dit « Ah, il faut de la dynamique, il faut de la dynamique. » Des fois, oui, t'en veux, mais comme d'avoir... Souvent, c'est de quoi je vais aller chercher aussi une densité. Tu sais, d'aller chercher la bonne densité, c'est comme de la matière, là. Oui, c'est vrai, oui. Des fois, tu le sens, là, tu sais, comme... Puis là, là, ça amène une petite tension, puis ton énergie est plus concentrée. Bref, c'est ça. Avec la compression, c'est souvent ça qu'on va chercher, tu sais, le fameux limitless là, que j'utilise tout le temps. Puis ça, je vais tout le temps zigonner ici, là, tu sais. Un peu imbattable, celui-là. Tu vois, il priorise les basses. Comme, je peux ici avec le weighting, là, c'est ça, je le mettais comme... Regarde, je vais le faire là, pour le fun, mais... Là, il va juste prioriser comme vers le haut du spectre, puis si je fais le contraire, là, tu vois, il va chercher plus... Ouais. Il va laisser passer plus le bas. Le grave, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça dépend comment est-ce que je veux gérer ça. Là. Mais là, tu vois, c'est un genre de mi-chemin, si on veut. Là. Si tu vas juste vers le bas, souvent, c'est comme... C'est bien, là, mais c'est pas long que ça peut craquer. Là. Fait que des fois, c'est un genre de compromis selon le niveau que tu veux mettre. En tout cas. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué avec ce master que tu m'as envoyé, et notamment, je pense que c'est peut-être l'influence de Bloom, c'est que tu l'as sorti à -9 et l'UFS ou quelque chose comme ça, à peu près. Mais pour moi, il sonnait plus fort que ça. Donc, alors je me demande si c'est pas justement le fait que l'énergie est bien redistribuée avec Bloom, donc il donne le sentiment que c'est quand même plus... parce que pareil, c'est ces histoires de volume. Ça, oui, j'en parlais hier avec quelqu'un au téléphone, puis je l'ai dit souvent, c'est que le LUFS, là, c'est pas... c'est une mesure qui a été faite, en tout cas, de ce que je comprends, vraiment pour le broadcast. Oui. Parce que entre les différents programmes à la télévision, ça sautait beaucoup. Entre les publicités, pouf, les prenait, ça sautait, tu sais, je sais pas, pour les jeunes. Non, les vieux. En tout cas, c'est ça, tu sais, t'arrivais, puis il y a une publicité, pang, ça te pétait dans la face, parce que finalement, leur standard, il était en RMS. Puis j'ai déjà travaillé un petit peu dans un studio de post-production de pub, puis tu sais, il s'enorgueillissait, ça se dit-tu, ça? Que le VU-mètre, il était à 0, puis il bougeait pas. Ah oui, mais parce que là, c'était comme moins... le standard, c'était-tu comme -20 RMS, puis -10 pic. Ouais, c'est ça. 0 VU égale -20 quand c'est en RMS. Mais l'affaire, c'est comme... C'est ça, si ton aiguille, elle va comme osciller, puis elle va à 0 sur un programme, tu sais... une série télé, quoi que ce soit,
c'est une chose. Mais là, c'est comme tu respectes les standards, Ouais. sauf que ta perception du volume. Mais là, quand tu es comme tapé de même, ben, tu respectes encore les standards, mais ta perception du volume est beaucoup plus grande. Ah bah oui. Donc, ils ont développé l'UFS, mais là, c'est basé beaucoup plus pour des programmes avec de la voix parlée. Puis avec de la musique, je trouve que le comportement, c'est loin d'être optimal. Puis tu le vois tout de suite quand tu vas sur une playlist Spotify, que là, c'est comme ça saute quand même pas mal, même si ils sont normalisés, tu sais, entre une pièce acoustique, entre une pièce. Puis là, moi, ça m'a amené à me questionner, à savoir comment ça se fait qu'il y a des pièces que, même à moins 14, ils pètent vraiment plus, puis sont vraiment agréables à écouter, mais. Puis même si des fois, ils sont hyper compressés, tu sais. Fait que là, c'est ça, c'est une gestion de l'énergie, une saine gestion de l'énergie dynamique. C'est pas juste être dynamique, mais c'est juste être dynamique, mais bien. Oui. Comme... et puis la même chose s'applique sur des pièces qui des fois sortent à -7. On est là genre, c'est fort, mais ça peut être très très bien fait. Ça, oui, exact. Quand je me souviens, je sais pas si tu te souviens la référence que je t'avais envoyée de The Weeknd, I Feel It Coming, qui a été produit par Daft Punk. Ouais. C'est fort, hein. C'est fort, mais ça sonne bien. C'est fort. Ah, quand même. Ah ouais, I Feel It Coming, check bien ça, on va voir de quoi. Je me souviens. Il me semble que quand même ça sortait fort. Après, c'était un rip de YouTube. Donc, cette gars. Hop. Le moment de vérité. Oh! oui, c'est fort. Ouais. Puis un beau True Peak Max de 1.8 dB au-dessus. Ils en ont rien à battre. C'est ça. Ah, mais alors là, si on peut détruire un mythe, c'est ça. Quand j'ai fait le séminaire avec Chris Gehringer, il nous a sorti le morceau de Dua Lipa qui a été produit par Tame Impala. Ah, c'est loud, là. Ouais. Oh, purée, c'est loud. Et puis, en fait, ce que moi j'ai découvert, parce que je me disais, mais dans ces sphères-là de production, ils doivent être by the book, tu sais, ils doivent tout faire ça bien, mais pas du tout. En fait, ils recevaient déjà quelque chose de pratiquement masterisé, avec déjà un limiteur qui était cranké au max, et lui, il avait 2 dB de headroom, et puis il poussait encore, quoi. Non, mais ça, c'est comme une mode. T'sais, ça m'est arrivé souvent quand même là, de recevoir des mix comme complètement galette. Là. Avant, là, je demandais, peux-tu m'envoyer mais là, je m'aperçois que les pratiques, là, c'est de mixer en tout cas, de mixer dans le dispositifs. Là. Ouais. Bah, des fois, c'est même pas des limiters, là, c'est genre, justement, des plugins, là, finisher, mastering, machin, que là, tu peux mettre, mais comme, je pense, des fois, c'est par manque de connaissances à quelque part, parce qu'esthétiquement, c'est pas toujours optimal. Ça pourrait se faire, si tu pognes un mixeur super expérimenté, c'est où ce qui s'en va. Là. Des fois, je pense aussi que ce que j'ai lu de certains mixeurs, c'est comme un peu pour sécuriser leur mix parce qu'ils ont peur que le mastering vienne débalancer leur mix. Puis c'est vrai que tu as pas mal moins de jeux après, tu sais. Ouais. Fait que là, le tech de mastering, ce qu'il reste à faire, ben, c'est de monter un peu le son, à la limite un petit peu d'EQ. Fait que c'est comme, ça va sécuriser le mix, mais en même temps, là, je trouve qu'il y a un élément confiance, puis justement de relation avec la personne, de faire comme, OK, mais si tu sens qu'il faut que tu sécurises ton mix et tu as l'impression qu'à l'autre bout, il va le saccager, ou bien il fera pas attention, tu as eu des mauvaises expériences, fait que là, tu vas barrer ton affaire en le mettant super loud. Oui, moi, je trouve que, par exemple, mettre des plugins sur le Mixbus, c'est normal. Enfin, moi, je suis en hybride, donc j'ai quelques machines analo dans lesquelles je fais passer le mix. Par contre, je ne mets pas de limiteur et je m'assure de livrer à, je sais pas, je pense que je t'envoie quelque chose qui pique à -5 à peu près. Et, non, c'est ça. Et parce que moi, je me dis, à partir du moment où tu mets un limiteur, tu vas débalancer le mix. Alors, tu peux mixer dans un limiteur, mais finalement, tu te prives, moi, je trouve, de l'opportunité d'avoir un G-mastering qui va venir, justement, t'amener le volume que tu veux comme il faut. Je peux aller chercher bien plus de volume si j'ai trop d'expression dynamique, à la limite. T'sais, trop d'expression dynamique sur tout le spectre, là, souvent, j'aime mieux ça, parce que, justement, là, je peux le ramener comme je veux. Tu as plus de matière pour aller graver, puis, ultimement, ça va sonner beaucoup plus loud et intéressant. Tandis qu'effectivement, si tu as déjà un limiter, puis tu rajoutes un limiter, ultimement, pour aller chercher ton volume, des fois, c'est que là, tu n'as pas beaucoup de possibilités parce qu'il est déjà comme... Tes dynamiques sont déjà travaillées. Des fois, j'essaie justement d'en recréer de la dynamique, mais c'est jamais bon, là, en termes de qualité sonore, c'est pas...
Ouais. Moi, généralement, tu vois, j'ai le Wes Dion qui est un équivalent d'un SSL que je peux contrôler. Ouais, c'est un outboard, mais tu peux le contrôler en plugin et puis tu peux faire du recall avec. Tu es capable de poigner ta cam puis me le montrer? Recall off. Non, c'est comment je peux faire? Parce que j'ai tout débranché. Non, débranche. Attends, sinon, regarde, attends. On peut faire une technique. Mais, je vais prendre une photo de mon... Attends, tu vas voir, ça va marcher, ça. Je fais ça rapidement. Hop. Tac. Est-ce que tu vas voir, là? Il a fait mon Dieu. Ouais, OK. Voilà, donc... moi, c'est un lunchbox, puis t'as ton Better Maker, là. Voilà, moi, je rentre, en fait, dans les 542 de Neve. Donc, c'est des têtes de lecture de Tape Machine. Donc, ça fait de la saturation, ça fait un peu de clipping si tu le poses. Après, j'ai le Wes Dion. Après, j'ai le Better Maker en... Oups. C'était pas compromettant, c'est bon. Non, c'est le Better Maker qui est un EQ mastering que pareil que tu peux contrôler en plugin. Mais moi, je l'utilise en mix en fait. C'est-à-dire que je place un peu ma track avec. Et après, c'est des préamps. J'ai les stretch qui sont un peu comme les OTT en plugin, mais version... Ouais, tu m'en as parlé souvent, ceux-là. Ouais, et ça, c'est une discussion. Ah ouais, c'est cool. Bon, alors, c'est bon. Et donc, j'utilise un peu tout ça. En fait, c'est un peu mon mix bus, mais que je considère plus comme une tone box, quoi. C'est vraiment pour créer de la couleur, amener de la saturation, faire de l'ouverture, mais je vais pas... C'est pas du mastering, c'est vraiment... Ça sert au mix, c'est-à-dire que... Ouais, mais c'est ça, je pense que l'erreur, c'est d'essayer au mix d'aller chercher du loudness. Tu veux du loudness plus dans la coloration puis la richesse des tons, c'est ça qui va te donner ton loudness au mix, tu sais. Mais puis justement sur le Mix Bus Processor, au lieu d'essayer de compresser et que ça soit plus loud ton mix, je trouve que c'est là qu'il pourrait avoir une erreur, mais tu sais, d'aller chercher de la richesse timbrale, enrichir les instruments, enrichir l'ensemble, puis d'aller chercher comme avec une vision esthétique, ben c'est là que ça va faire un beau travail, tu sais. Oui, par exemple, le Wes Dion, moi, il travaille à 1 dB. Hein. L'aiguille, elle bouge comme ça. Et si je fais de l'orchestral, je ne mets pas la compression. Je mets... Parce que mettre un compresseur sur des cordes, c'est rarement recommandé. Et je mets... Par contre, je mets le circuit de saturation, par exemple, du compresseur. OK. Mais je vais pas compresser... Ouais. Par contre, tu vois, avec Bloom, je pense que ça, pour compresser des cordes, ça peut marcher. Ouais, t'essaieras le squash. Ouais, je suis curieux de voir. Parce que la compression fait vraiment ce que j'appelle le crin-crin. Ressort beaucoup avec la compression. Ouais, ben, peut-être comme tu disais avec Bloom. Avec Bloom, ça sera peut-être plus. Ou un multiband, je sais pas. Ce fameux Bloom. Ouais, ben ça, je vais te laisser dans pas long. Je veux juste voir, tu sais, c'est ça, j'ai une question pour toi parce que. Oui. Juste voir ton avis là-dessus, là. Ben, en tout cas, comment tu vis ça, mais tu sais, le travail assis devant un ordi, toi, ça va? Alors moi, ouais, c'est un mode de vie un peu particulier, on va dire. Mais pour l'instant, ça va. Le fait de travailler sur ce coworking, c'est justement pour briser un petit peu ça. Après, le sport, quoi. Enfin, moi, je vais courir 2 fois semaine. Je vais à une salle aussi de gym pour voilà faire. Mais c'est vrai qu'être assis toute la journée, c'est pas. Ouais. C'est pas. Moi, on dirait, c'est plus je vieillis, là, c'est comme plus c'est tough, là. On dirait que je le sens. Mais ce que je fais à cette heure, je me mets des timers de 25 minutes. C'est une bonne idée, ça. Ouais, mais je l'oublie des fois, puis je m'excite, là, je suis dedans, puis là, genre, le truc sonne, puis... surtout que l'oreille, tu peux tellement perdre ton objectivité très rapidement. Donc, c'est vrai que tu te faire des petites pauses comme ça. Non, c'est bon, effectivement. Puis d'aller voir dehors. Des fois, je sors dehors jusqu'à les yeux, tu sais. Mais ouais, c'est ça, moi aussi, course, entraînement, là, tu sais, c'est ça. J'avais cette question-là parce qu'un matin, avant qu'on se rencontre, j'ai fait mon training plus, tu sais, lever des kettlebells, là, tu sais. C'est ça. Ça aussi, à un moment donné, c'est être assis, tu fais rien. Ton dos, masse musculaire, tonus, puis tout ça, t'as mal dans le dos. Bref, je trouve que c'est vraiment. Et puis je trouve que ça influence. Alors, moi, je trouve au niveau de la créativité, oui. Si t'es bloqué, va courir 20 minutes et reviens, et tu verras. Ouais, vraiment. Ça ira mieux. J'ai recommencé les douches froides cette semaine. En me levant le matin, c'est comme c'est violent, mais man, c'est fou pour vrai après, là, t'es comme. Wouh!
Je sais pas, ça te craint pour un bout, là. Tu sais, ça, plus 2 cafés. Et là, tu fais des boosts d'aigus super aigus. Super forts. Non, mais c'est parce qu'il faut que je gère ma famille aussi, là, mes enfants, le matin. Disons qu'il faut que tu sois tout là quand tu te lèves. J'imagine. Mais ouais, c'est ça, là, tu sais, effectivement. Ben, je vois que tu as adopté aussi un mode de vie sain pour y arriver. C'est vraiment plus que recommandé, surtout si tu veux tenir dans les années, quoi. Mais c'est ça, on respire pas de l'amiante, là, mais on a d'autres dangers, je trouve, tu sais. C'est comme tous les métiers, tu t'aperçois que tous les métiers peuvent nous gruger le corps là, si on ne fait pas attention ou si les conditions. Nous autres, c'est l'ouïe, la santé cardiovasculaire et musculaire, métabolique. Puis le rythme aussi. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi, quand j'ai des fois, j'ai des deadlines à respecter, donc ça veut dire que je suis obligé d'être créatif. Ça peut être très stressant. Et les blocages d'écriture aussi qui arrivent, où, genre, franchement, quand j'ai un blocage d'écriture... C'est que t'en produis incroyablement, là. Je produis au moins une track par semaine, à peu près. Ouais, et dur à maintenir, et il faut le maintenir, et c'est vrai que ça, faut le gérer, quoi. Faut gérer le blocage d'écriture. Il faut pas que tu attendes que la créativité arrive comme par magie quand tu prends une marche en forêt là, autour des lièvres et des oiseaux. Là. Voilà. Fait que c'est ça. Mais ça, tu m'avais parlé aussi de méditation, tout ça, que ça t'aidait beaucoup. Puis, ça aide. Tout ce qui... une fois, j'avais eu une discussion avec un neurologue qui me disait la créativité vient de la nuée, c'est-à-dire d'être dans cette espèce d'état où tu n'es pas focalisé sur quelque chose, tu penses à autre chose, et finalement, derrière ton cerveau, tu as des idées qui arrivent. Et il disait, c'est généralement le meilleur moyen. Et pour arriver à ça, il faut faire une activité autre. Donc, je sais pas, cuisiner, se promener, être avec des amis, finalement, ne plus penser à ton morceau va te faire penser à ton morceau, quoi. Ouais, carrément. Mais j'ai un ami neurobio aussi. Puis ce qu'il me disait, c'est le Default Mode Network, que ça s'appelle. Là. C'est le mode par défaut. Le réseau par défaut du cerveau, dans le fond, c'est comme un peu l'errance. Tu sais que t'es là, justement, tu fais ta vaisselle, tu prends une marche, tu sais, puis juste comme... Tu n'as pas une pensée précise sur laquelle t'es à côté, puis là, pouf, puis tu sors. Mais je pense que c'est que si tu as été intensément avant, mettons, à te concentrer sur un objectif créatif ou quoi que ce soit, puis après ça, tu recules, puis là, tu t'en vas dans ton mode par défaut. Là, c'est là que... Tu sais, c'est comme si tu sèmes une graine dans une espèce de subconscient quelconque ou intuition, tu sais, appelle ça comme tu veux, puis après ça, dans le background, il se passe de quoi, puis t'as pas la maîtrise, mais je trouve que c'est fantastique, pareil, tu sais, c'est comme une forme d'abandon qui t'emmène à une forme d'abandon qui finalement, c'est là qu'il y a le plus de richesse. Tu sais, comme, et tu peux pas le contrôler. Si tu veux trop le tenir, là, c'est ça. Si tu veux trop contrôler, ça marchera pas. Fait qu'il faut comme... Puis justement, j'imagine que c'est le défi, puis c'est avec l'expérience, toi, si tu as une pression de produire, tu sais, le premier réflexe, ça serait comme « Oh shit, faut que je produise vite. Comment je vais faire? OK, je vais essayer de travailler plus, gros rush, trop... » Mais justement, de faire comme la sagesse de... pas toujours simple. Hein. On fait ce qu'on peut, mais oui. C'est un peu l'idée, quoi. Bon. Cool. Ben, je vais te laisser. Ben, merci, c'était super. C'était un plaisir, c'est toujours un plaisir. Ça faisait pas longtemps qu'on s'était parlé, mais tu vois, on a toujours trop de choses à se dire. C'est bon. Fait qu'on se tient au courant pour la suite. Bonne journée, du coup. Bye. Salut. Merci. Ciao.